J'ai regardé aussi sur le site Sismo, où d'ailleurs c'est plutôt les projets récents, hein, avec les nouvelles orientations, où j'ai vu notamment un moment où vous avez dû vous amuser et détourner une notion contemporaine qu'on appelle le proof of concept, qui est une espèce de passage où finalement avec une présentation, on a un petit peu le OK et que vous avez traduit par le proof of care. Là, on est en train tout doucement finalement de faire aussi la transition entre ce que tu continues à faire avec Frédéric et ce que tu as commencé à faire avec Cynthia. Donc, c'était la maison POC à Lille, hein, c'est ça? Ouais. Alors, c'est intéressant cette question du proof of concept, hein. Le proof of concept, en fait, c'est vraiment un outil de conception qui arrive à un moment pour trouver la maturité d'un projet. Au départ, ça a été inventé par la NASA, qui avait besoin, dans son échelle de conception, de dire, tiens, à tel moment, on va faire un proof of concept, donc on essaye de faire la preuve que le concept de ce qu'on dit va marcher, quoi. Donc, on fait rapidement, etc. Et dans les réflexions qu'on a avec les Sismo et puis avec Cynthia, on s'est dit, bah, ça, c'est une intention qui est une intention de solutionnisme. Est-ce que la solution marche? Mais demain, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir si ça crée du soin, en fait. Parce que si ça marche et que ça pourrit tout, ben en fait, c'est que ça ne marche pas, quoi. Et le proof of concept ne va pas nous montrer que ça pourrit tout. Donc, le proof of care, il est là pour dire la solution va marcher, mais elle marche parce qu'elle prend soin de l'environnement dans lequel elle s'intègre, parce qu'elle prend soin des gens avec lesquels on est en train de le faire. Et c'est vraiment une évolution, mais qu'on veut poser, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a porté une thèse sur ce sujet avec l'École des Mines, on veut le poser comme une évolution d'un mode sérieux et scientifique de conception, et pas juste comme un bon mot, parce que ça commence par C, care et concept, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu très très fort vers lequel on essaye d'aller, à la fois avec Frédéric et les Sismo, et aussi d'un point de vue de recherche avec Cynthia. Autre point de rencontre, hein, entre Sismo et Cynthia, c'est, alors je donne le titre sans le trahir, de la contention involontaire au sujet se contenant. Je l'ai relu 2-3 fois, j'ai été regarder un petit peu de quoi il s'agissait et je te l'avoue maintenant, ça m'est arrivé des fois dans vos dernières orientations de ne pas toujours comprendre où vous êtes, où vous allez. J'espère que vous aussi, vous doutez. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la fin de conférence, il arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui te disent « Mais oui, alors qu'est-ce que vous faites exactement ?» Puisque là, vous nous avez un petit peu dit ce que vous ne faites pas. Et je pense que j'ai compris avec des visuels, la contention, on comprend que c'est le sujet dans le milieu, notamment psychiatrique, qui à certains moments doit aussi se contenir et qu'on doit aider à se contenir, y compris avec ce qui est un petit peu entre habillement et mobilier. Et là, j'ai vu avec des visuels, et en effet, j'ai trouvé que c'était un très bel exemple pour expliquer aussi là où vous êtes actuellement, j'ai envie de dire tous les trois, tous ensemble, ce qui est assez beau, il y a un usage très précis. Et je crois que c'est là où j'ai compris où tu étais aujourd'hui. Pardonne-moi. Ouais, c'est un très très beau projet. Moi, c'est un projet qui m'a beaucoup touché, hein, très clairement. La contention, comme tu le disais, en psychiatrie, c'est un moment que tout le monde redoute, quand la crise du patient fait qu'il devient dangereux pour lui-même. C'est ce qu'on appelait camisole, hein, voilà. De force par le passé. Hein. Voilà, camisole de force, des chambres de contention, etc. Donc, il devient dangereux pour lui-même et pour les autres. Donc, on est obligé de l'empaumer, hein, on appelle ça empaumer. Donc, il faut être à 2 ou 3 infirmiers, infirmières, saisir le patient pendant cette crise-là où il est très dangereux, et pour lui et pour les autres, souvent l'attacher, souvent sur un lit dans une salle fermée à double tour, qui est, du coup, le patient passe dans le mode de privation de liberté, comme un prisonnier. Donc on est dans des situations extrêmement douloureuses. Et l'hypothèse qu'on a fait dans ce travail, à la fois avec les Sismo et Cynthia, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'anticiper ce moment, et quand on voit que la crise arrive, de proposer des protocoles par des mobiliers, par des manières de faire qui permettraient de détourner la crise et d'aller vers quelque chose où le patient lui-même peut choisir de se contenir avec les soignants, mais sans que cette violence arrive, sans que cette violence arrive parce qu'elle est trop débordante. Et c'est pour ça que là, tu parles de ce que tu as vu, c'était un des mobiliers, parce qu'on a fait plusieurs solutions. Et c'est vrai que ça représente vraiment justement cette attention qu'on va avoir, non pas à essayer de régler le problème de la vulnérabilité. Un mobilier au plus près du corps, hein, avec une part. C'est pour ça que j'évoquais aussi l'habillement plus que la mode. Et non pas de régler le problème
par la violence de la conception, mais de régler le problème ensemble avec les patients, avec les soignants et les soignantes, pour arriver à ces solutions-là qu'on est en train de tester dans les hôpitaux. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi cette chaire de philosophie à l'hôpital, de design with care, la question du care. Moi, je l'ai découvert aussi il y a déjà quelques années avec l'art and care, design with and care. Où en effet, on se pose la question du soin, qui est centrale dans ces différentes pratiques. Donc ça, c'est une chaire que Cynthia a montée et vous travaillez avec vos deux points de vue, c'est-à-dire son point de vue de philosophe et ton point de vue de design, et vous essayez de travailler à la rencontre, c'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Ça donne écho à ce que je disais sur Engels et Maurice, mais c'est de dire, finalement, avoir la chance de travailler avec une philosophe politique, ça permet d'essayer de toujours questionner le sens politique de ce qu'on est en train de faire et le sens, le dessin EIN de ce qu'on est en train de produire. Moi, ce qui m'a marqué dans notre rencontre, c'était plusieurs choses. C'est la première chose, le lien entre penser et faire. Il est tellement évident. Cynthia, c'est une grande philosophe qui conceptualise, en fait, qui fait la conceptualisation de concepts philosophiques par ses livres, etc. Et nous, on fait de la conception de projets, d'objets et tout. Et regrouper les deux, c'est quelque part relier ce penser et le faire pour essayer de rendre opérationnel une conceptualisation politique et philosophique et une conception de terrain. Et c'était une attente qu'elle avait, elle, d'arriver à être plus sur le terrain parce que sa chaire de philo est déjà à l'hôpital, donc c'est déjà un terrain, elle n'est pas à l'université, elle est à l'hôpital. Et c'était aussi une des problématiques qu'on voulait nous adresser parce que dans les questions que nous posaient les industriels, c'est vrai que nous, on commençait à se poser des questions sur l'éthique de ce qu'on produisait. Est-ce qu'on était bien sûr de ce qu'on avançait? Alors, les designers, on a toutes nos bonnes intuitions et notre bonne volonté, etc. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour essayer de bien identifier comment ça se passe. Et à cette rencontre-là, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire qui permettaient d'améliorer ces modes de conception en intégrant les éthiques, et notamment les éthiques du care, qui sont très pragmatiques, en fait, comme a pu le faire même Tronto à propos de l'architecture, la dernière biennale d'architecture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Là, pour le coup, l'éthique du care, on est dans quelque chose de très concret, quoi. Reconnaître la vulnérabilité, prendre ses responsabilités, professionnaliser le soin. Enfin, il y a plein de choses qui sont très... Donner la voix aux gens qui n'ont pas la voix et qui sont invisibilisés. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et très pragmatiques dans un projet, en fait. Alors, justement, un autre point de rencontre entre Sismo, la pensée de Cynthia, c'est comment gérer les urgences à l'hôpital. Alors, c'est intéressant d'évoquer des case studies où là, on commence à comprendre. En effet, c'est vrai que dans l'absolu, on n'imagine pas quelqu'un qui est en responsabilité d'un service d'urgence à l'hôpital aller chercher un designer. Dans l'absolu. Assez peu. Oui. Peut-être il devrait d'ailleurs, mais et en même temps, il me semble que là, c'était un cas d'étude intéressant que de penser, j'imagine, les flux, les échanges, les relations, l'attente, un peu tout ça, ouais. Alors, complètement, avec ces problématiques que tu as citées qui sont très concrètes, les flux, l'attente, etc. Mais des problématiques aussi qui sont sous-jacentes, qui sont... Par exemple, bien comprendre pourquoi un infirmier ou une infirmière a l'impression de ne pas pouvoir bien faire son métier. Vous avez en face de vous des gens qui sont des praticiens du soin et qu'on met dans un environnement où ils estiment ne pas pouvoir soigner, quoi. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le scanner ou parce qu'ils n'ont pas le stéthoscope, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la circulation qui va avec, il n'y a pas la confidentialité, il n'y a pas un tas de trucs qui fait que la question du care, elle est très différente de la question de la cure, quoi. On peut... Tout le monde ici qui écoute cette vidéo a eu une expérience de soins où il a probablement pris le bon médicament, eu la bonne piqûre avec le bon scanner et ressort de là avec une expérience en se disant c'était l'horreur, je n'ai pas eu du tout l'impression qu'on a pris soin de moi. Donc c'est quand même... donc la cure, c'est la pratique. Il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit la bonne molécule, il faut que ça soit dans le bon temps, etc. Mais le care, c'est ce qui fait le soin avec la cure. Autrement... que la cure, on est dans la violence, quoi. Et on crée d'autres maladies, on crée du post-traumatique, on crée des peurs, on crée des choses qui sont après ingérables et qui créent en cascade d'autres problématiques. Et c'est là d'ailleurs où vous touchez de plus près le politique, puisque actuellement il y a énormément de réflexions, on va dire au plus haut niveau de l'État sur ces questions-là, qui sont un petit peu des questions d'urgence. Alors il y a aussi d'autres cours, me semble-t-il, que vous donnez aussi tous les deux, je crois, qui est entre philosophie et éthique et design.
Ça, c'est au CNAM. Ouais. C'est deux charges enseignement recherche différentes, mais qui se retrouvent. Là, c'est un diplôme universitaire, en fait, un diplôme qui est pour les gens qui se professionnalisent, donc c'est des professionnels, pas forcément du soin, qui viennent, qui ont des questions sur les modes de conception. Alors, ça peut être, je sais pas, un directeur d'EHPAD, quelqu'un qui travaille sur le financement des systèmes de soins, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui veut intégrer la question de l'attention dans son entreprise. Et c'est une formation qui est assez particulière parce que c'est 65 heures de philo brut et 65 heures de design brut, quoi. Et du coup, les gens ressortent assez secoués de ça parce que c'est à chaque fois on montre les liens entre les deux. Que vous ne donnez pas toujours à deux. Pas toujours à deux, Oui, parfois c'est que Cynthia, parfois que c'est moi. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, ça permet aux gens de se dire, ah ouais, en fait, dans tout ce que je fais, la problématique de l'histoire des idées, de l'histoire de la philosophie politique a une influence sur les décisions que je prends, et je peux les prendre en conscience, et c'est complètement différent. Et du coup, je peux aussi, dans tout ce que je produis, dans tout ce que j'ai à concevoir, si j'intègre les deux, ça change complètement la manière dont je peux voir mon écosystème. Et ça, c'est assez puissant pour ça, parce que c'est assez radical. C'est assez, Autre notion très contemporaine aujourd'hui, les communs, qui me semble-t-il est au centre des problématiques que vous développez tous les deux sur un manifeste qui s'appelle « Ce qui ne peut être volé, charte du Verstollen ». Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu, hein, j'en ai une chez moi, j'ai parcouru. Qu'est-ce que c'est que cette charte du Verstollen? Alors déjà, c'est une charte qui est un peu en écho à la charte d'Athènes, qui avait été écrite notamment par Le Corbusier, mais aussi à la charte d'Alborg. Il y a toujours eu des chartes de conception qui ont existé un petit peu, et nous, on s'est dit, tiens, on va se mettre dans cet angle-là, parce que ça nous intéressait historiquement. Et puis, ces 10 points, qui sont, pour nous, qu'est-ce qui nous permettrait d'assurer qu'on va garder notre humanité et notre humanisme dans ce qu'on pratique au quotidien, dans la conception, etc. Donc c'est à destination de tous les gens qui sont en train de repenser un peu ce monde, hein, que ce soit des designers, des architectes ou des directeurs d'hôpitaux ou autres. Et ça permet d'avoir des appuis. Alors ça peut être sur des manières d'être ensemble, hein. Il y a tout un point autour du compagnonnage, la façon dont on peut travailler ensemble par les savoirs, par les échanges, etc. Mais ça peut être des choses très concrètes, genre les fonctions du silence. Aujourd'hui, dans n'importe quelle société, si on n'a pas des lieux de silence, on a un problème thérapeutique parce que les gens tombent malades à cause du bruit. On a un problème démocratique parce qu'on ne s'écoute plus. Il n'y a pas le petit silence qui est entre nous quand on dialogue. On a un problème d'accès à l'imaginaire, parce que s'il n'y a aucun lieu de silence pour l'imagination, pour le trementum, et tout, ça ne marche pas. On a un problème cognitif. Donc ça peut être des points comme ça. Et puis autrement, c'est des points de méthodo, comme les proof of care, par exemple, qui sont aussi ces 10 points qui permettent un peu d'armer la façon dont on peut concevoir au quotidien face aux enjeux du XXIe siècle en reliant cette question de penser et faire. Alors en t'écoutant d'ailleurs, je pense à une boucle que je n'avais pas anticipée on évoquait tout à l'heure le design global avec notamment Peter Behrens. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train d'envisager une forme un peu globale du soin, c'est-à-dire de l'objet, de l'habitat, de l'être, et puis évidemment, inévitable aussi même de la planète? Oui, je pense que tu as raison. On essaye de voir comment on peut attraper surtout cette question de soins. Après, ce n'est pas nous qui l'inventons, hein. C'est-à-dire qu'on voit par exemple à l'OMS cette question du One Health, quoi. C'est-à-dire on n'aura pas de santé sans santé environnementale. C'est pas vrai, quoi. Donc il n'y aura pas de santé individuelle sans santé environnementale. Mais c'est aussi une question d'essayer juste d'accepter que on rentre, c'est vrai, dans un moment du monde qui est un moment où la vulnérabilité, les fragilités sont chroniques et qu'elles vont arriver un peu de toutes parts, qu'on va devoir y faire face individuellement. Les maladies vont être plus chroniques, globalement, environnementalement, socialement. Et ça, il faut arriver à redéfinir la manière dont on conçoit pour ce monde-là. Et ce mode de conception va passer, comme tu le dis, par ces appuis autour de cette question du soin et de cette intention du soin. C'est-à-dire que peut-être que c'est un moment, à mon avis, de la pratique du design où on va... L'intention qui était l'intention de l'esthétique, de la vente, va changer. Et elle va devenir une intention vers le soin, vers l'attention, vers les formes de bien-être, etc. À mon avis, il y a quelque chose qui est en train c'est notre conviction, qui est en train de tourner
pour qu'on reste dans un monde habitable, en fait. Parce que les anciennes manières de voir ne vont pas le permettre, en fait. Donc il faut qu'on trouve, ça ne veut pas dire qu'on va tout jeter à la benne, on n'est pas en train de faire une révolution, on est en train de faire une espèce de changement un peu de paradigme, en essayant de prendre les choses avec je sais pas, des perspectives, des profondeurs différentes, et avec cette intention du soin qui est, à notre avis, très, très constitutive de la bonne manière d'attraper les choses. Alors, on pourrait poursuivre, hein, mais je te propose de conclure en t'adressant à celles et ceux qui nous regardent. Bon, tu as l'habitude de la prise de parole publique, notamment au travers de toutes ces formations, ces chaires, ces séminaires, etc. Aujourd'hui, si tu avais un conseil, peut-être d'ailleurs un conseil à le jeune designer que tu étais quand tu as rencontré Charlotte Perriand et dont tu ne connaissais pas le travail. Je sais que tu as fait quelques rencontres comme ça en début de carrière qui sont toujours motivantes. Si tu avais, au-delà même du conseil, si tu avais un point de vue, une idée à faire passer maintenant en relation avec tout ce qu'on a évoqué, comment tu voudrais conclure soit état d'esprit, soit conseil, soit… Je pense qu'il y a 2 points. Bon, toute la question de la pratique du design en lien avec le son, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'a le plus marqué rétroactivement, c'est finalement, je trouve qu'à chaque fois qu'on a été bon dans ce qu'on faisait, c'est qu'on a trouvé comment le lien entre les convictions intimes, les manières de vivre personnelles, individuelles, collectives, etc., se relient avec les commandes auxquelles on essaye de répondre. Et plus cette interaction elle est profonde, en fait, plus cette interaction elle est fine. Et je trouve que meilleur on est dans la manière de faire évoluer ce métier du design, parce que le design, c'est génial, ça permet de faire tout, en fait. C'est une espèce de pâte à modeler que vous pouvez modeler exactement à la forme qui vous convient pour épanouir les relations que vous voulez avoir autour de vous. C'est incroyable, quoi. Je pense que c'est accepter ça. C'est pas mettre le design à distance et dire ok, c'est une pratique qui permet de dessiner des trucs là, loin de moi. C'est de voir comment ça vous modifie aussi dans votre propre manière d'être, dans votre propre élégance ou inélégance dans ce que vous pratiquez, comment ça vous met à risque par rapport à ça, mais comment ça vous permet de dériver par rapport à ce que vous croyez être de ce monde et de ce que vous êtes. Moi, je trouve que c'est une aventure. C'est vraiment cette pâte à modeler. Il faut en profiter, quoi. Elle est incroyable. Eh bien, un grand merci à toi, Antoine Fenoglio, pour ce tournage où j'ai beaucoup appris. Je ne doute pas que ce sera le cas aussi de notre public pour cette 87e tournage. Un grand merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.